Bonjour à tous, c'est Alexandre de Gaines, j'espère que vous allez bien. Ce sont vos crypto news. Le marché est assez stable aujourd'hui, donc on va commencer tout de suite. Et on va commencer en célébrant le Bitcoin Pizza Day, comme ils disent en anglais, le jour où, le 22 mai 2010, il y a donc 10 ans, un dénommé Laszlo a échangé 10 000 bitcoins contre deux pizzas. Voici les photos, voilà, donc on espère qu'elles étaient délicieuses à ce prix. Ça fait, selon le cours du bitcoin, environ, 50 millions de dollars la pizza. Ce n'est pas donné. Heu, Beaucoup de gens lui ont demandé s'il, regrette. Il dit que non. Je pense qu'il y a forcément un peu de regret, sinon, je j'ai du mal à le croire, en tout cas personnellement. En tout cas, c'est un événement, vraiment, marquant et fondateur dans l'histoire, de Bitcoin, l'histoire, vraiment early de Bitcoin. Et on peut se demander si Bitcoin serait devenu ce qu'il est aujourd'hui si Laszlo n'avait pas fait cette transaction. Ça a peut-être montré à plein de gens que le Bitcoin pouvait servir à acheter, de vrais, biens dans, le monde réel. Donc, voilà, donc, un prix, forcément à payer très cher pour, les early adopters, mais, ça fait, des histoires, pittoresques, 10 ans plus tard. On va commencer avec MoneyGram, qui est un membre de RippleNet, qui voit une croissance de 57% sur l'année des transactions qu'ils font, principalement pour les remittances, c'est-à-dire les transferts d'argent, dans des pays étrangers, en général que les immigrés quand les immigrés, qui vont dans des pays riches pour travailler, gagner plus d'argent et qu'ils renvoient de l'argent à leur famille qui est restée dans le pays plus pauvre d'où ils viennent initialement. Et donc, c évidemment, le marché des remittances c'est très important et MoneyGram utilise notamment Ripple et XRP pour, simplement, envoyer l'argent, à l'étranger, car les banques ont toujours des problèmes pour, résoudre ce use case de manière, simple, rapide. On va continuer avec Goldman Sachs qui invite ses clients à un appel où ils vont parler du bitcoin. Ils ne vont pas parler que du bitcoin, ils vont également parler des lois regardant l'inflation ainsi que de l'or. Mais le bitcoin est mentionné, ce qui est très intéressant car évidemment, les grandes banques, Goldman Sachs et JP Morgan, historiquement étaient vraiment négatives, regardant le bitcoin et faire un appel dessus ne signifie pas qu'elles sont bullish ou optimistes sur le bitcoin, mais tout de même, heu, on remarque que la position, des grosses institutions commence à changer petit à petit. Dans cet article, il mentionne Paul Tudor Jones, qui est un investisseur qui a plus de 5 milliards de dollars, qui est renommé à Wall Street et qui a déclaré qu'il allait investir à la fois personnellement et professionnellement dans Bitcoin. Et il dit que Bitcoin en soi, pris à part, c'est pas forcément intéressant, mais que dans le contexte actuel qui évidemment, est très particulier et où il y a, du doute, voilà, avec des politiques économiques peu orthodoxes. Donc, entendez par là évidemment le brr et faire tourner la planche à billets. Le bitcoin apparaît comme, intéressant évidemment, voilà, pour se défendre contre la grande inflation, il le dit juste en haut. Et cet article qui donc confirme ce dont on vient de parler, que les investisseurs institutionnels achètent du Bitcoin comme des fous après le halving. On va parler de Grayscale, Grayscale qui est le fonds le plus important qui investit en crypto. Il gère 3,7 milliards de dollars en crypto et ils ont à ce jour plus de 350 000 bitcoins, ce qui représente 2 du total supply du bitcoin, ce qui en fait certainement le plus gros holder juste après Satoshi. Et on a pu voir qu'au cours des 3 derniers mois, les investisseurs institutionnels, la demande qui venait de ces gens a triplé. Donc si la tendance se poursuit, ce qui est relativement peu probable, mais peut-être, eh bien dans 3 mois, Grayscale aurait 400 000 bitcoins et dans 6 mois et demi, ils en auraient 550 000, ce qui ferait qu'ils auraient maintenant 3 du total supply. Et si ces prévisions sont vraies, heu, Grayscale devra acheter 75 des nouveaux bitcoins durant ces périodes. Évidemment, le prix du bitcoin, ne repose sur, une chose très simple, c'est la différence entre les fiat in pour acheter et les fiat out, ceux qui vendent. Et donc tous ces investisseurs institutionnels, évidemment, c'est beaucoup de fiat in, et on va peut-être voir donc ce fameux bull run que tout le monde attend après le halving.
Et encore un commentaire ici qu'il faut prendre avec des pincettes parce qu'évidemment c'est très facile, hein, comme on dit: «Talk is cheap», tout le monde peut dire, ce qu'il veut, hein. Donc ici voilà le PDG, d'une certaine entreprise qui a un fonds d'investissement, qui dit que la plupart des fonds et des particuliers, les holders, sont longues, c'est-à-dire qu'ils pensent que le bitcoin va augmenter en prix et que très peu short. Donc voilà, est-ce que c'est la vérité? Je pense qu'il y a un fond de vérité. Maintenant les fonds, savent trade aussi et ils n'hésiteront pas à shorter en tout cas sur du court terme, mais peut-être qu'ils sont en effet longs, sur du moyen à long terme pour la plupart. Donc très intéressant, assez excitant de voir si on va avoir ce bull run après le halving. On continue avec FTX, qui est donc l'un des échanges les plus innovants en crypto honnêtement, qui lance une branche aux États-Unis. Ils vont avoir, tout un tas de features, comme des stop loss, des take profits et des trailing stops, ce qui n'est pas évident, hein, même en 2020 en crypto. Par exemple, Binance a mis un temps fou avant d'intégrer les stop loss dans leur échange. Et FTX, donc bah, c'est une très bonne nouvelle. Ils vont apporter aux Américains qui sont très actifs, évidemment les États-Unis c'est l'un des plus gros marchés, un échange safe avec plein de features pour qu'ils soient contents et qu'ils puissent trader. C'est positif pour les cryptos en général. On va parler d'un projet en crypto qui s'intéresse à la santé et qui annonce qu'ils vont lancer un système pour la médecine à distance. Donc honnêtement, c'est pour moi la news la plus importante de cette vidéo par l'impact qu'elle peut avoir dans le monde. Rendez-vous compte, n'importe quel utilisateur dans le monde qui pourrait grâce à cette plateforme être en relation avec un médecin, juste, s'ils ont une connexion internet et donc la plateforme, permettra de voir les profils, les tarifs, les disponibilités des gens, de prendre un rendez-vous et ensuite, d'avoir cette consultation avec le médecin. Les données des patients seront stockées sur la blockchain, ce qui fait que les médecins y auront accès de manière, sûre et donc c'est vraiment très intéressant, en particulier dans le contexte actuel encore une fois, car beaucoup de gens peuvent avoir peur d'aller voir des médecins qui sont évidemment bien plus exposés que d'autres, car ils voient beaucoup de gens et en plus des gens qui peuvent être à risque. Donc dans, ces temps où il y a encore un peu d'isolation, permettre les consultations en ligne, c'est très intéressant pour beaucoup de gens. On continue, des chercheurs qui affirment que 99,9 des transactions sur Zcash sont traçables. Zcash, c'est la deuxième crypto-monnaie privée par market cap, la première étant Monero. Et donc forcément, on pourrait se demander, est-ce que c'est parce que la technologie Zcash, est nulle? Est-ce que les chercheurs ont réussi à percer Zcash? Eh bien non, en fait, comme souvent en informatique, on dit que le problème se situe entre la chaise et le clavier, c'est-à-dire l'utilisateur. Et donc c'est le comportement des utilisateurs qui fait que la technologie Zcash ne fonctionne pas. En fait, pour que ça fonctionne, ça marche avec un pool où il y a une sorte de bouclier et pour ça, il faut que beaucoup d'utilisateurs fassent partie du pool et pour pouvoir mélanger les transactions et il y a des algorithmes un peu plus complexes et les utilisateurs de Zcash ne participent pas, ce qui fait que effectivement les transactions deviennent traçables. Pour Monero, un chercheur a trouvé que 30 des transactions étaient traçables, ce qui n'est pas non plus très encourageant et une note, c'est qu'il y a déjà certains projets qui font des recherches pour trouver des algorithmes qui seraient résistants aux ordinateurs quantiques. C'est assez certain que au bout d'un moment, l'ordinateur quantique, on aura trouvé comment ça fonctionne ou que d'une manière ou d'une autre, il y aura plus de puissance de calcul disponible. Et à ce moment-là, tous les algorithmes qui sont actuellement qui font la sécurité des banques ou de la blockchain sont basés sur le fait que ça demande une puissance de calcul énorme. Mais cette puissance de calcul, peut-être qu'un jour on l'aura. Et rendez-vous compte, tous les gens qui pensaient avoir leurs transactions privées, là, aujourd'hui, vous pouvez télécharger les blockchains Monero et Zcash, et peut-être que dans 20 ans, avec un ordinateur classique de bureau, vous pourrez tout déchiffrer. Donc, c'est d'où l'utilité, si vous voulez vraiment avoir de la privacité sur du long terme, de prendre des précautions dès maintenant et de blinder au maximum avec des algorithmes bien plus, robustes que ce qu'il faut pour les conditions actuelles, pour, être,
en sécurité. On continue avec Tether, Tether USDT qui est désormais la troisième plus grande crypto par market cap qui vient juste de dépasser XRP. Vous voyez 8,8 milliards contre 8,6 milliards pour XRP. Évidemment, il y a eu beaucoup de nouveaux USDT qui ont été créés. Il y en a eu 1,5 milliard qui ont été créés en avril et 500 millions qui ont été créés durant la première semaine du mois de mai. Et il y a beaucoup de débats sur est-ce que ces nouveaux USDT sont utilisés pour faire pump le prix du Bitcoin, des sortes de liquidités un peu gratuites qui arriveraient. On n'est pas vraiment sûr. Dans tous les cas, voilà, un nouvel ordre dans les crypto-monnaies pour l'instant avec Bitcoin, Ethereum et Tether et non plus XRP en troisième position. Et on va finir cette vidéo évidemment avec un peu de fun en crypto, parfois des scams. Et bien aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un pump and dump. Omisego, une crypto qui est dans le top 50, qui a été listée sur Coinbase, donc un échange très réputé, hein, peut-être dans la triade avec Binance et Huobi par exemple. Et il y a eu 2 conséquences à ce listing. Le premier, c'est qu'il y a des soupçons d'insider trading. Donc insider trading, qu'est-ce que c'est? C'est simplement des gens qui travaillent chez Binance ou chez Omisego qui savaient que le listing allait avoir lieu le 21. Vous pouvez le voir, le 21, c'est ici sur le graphe, et qui ont acheté et l'ont dit à leurs amis avant. Donc il y a eu 2 pré-pumps, ici le 14 et ici le 19. Ça pourrait être des simples coïncidences, hein, une grosse whale qui a décidé d'acheter ce jour-là, on ne sait pas pourquoi, parce qu'elle a fait une recherche sur Misego et trouvait que c'était un projet, super. Mais, si vous voulez mon avis, c'est très probable que ce soit en effet de l'insider trading. C'est assez courant sur les marchés classiques, donc en crypto, là où c'est encore moins régulé, vous vous doutez bien qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et le deuxième effet, qu'on a pu observer et que je trouve très intéressant, si vous avez, des commentaires là-dessus, n'hésitez pas, c'est que Omisego a trade à plus de 80 du prix sur les autres échanges sur Coinbase. En bleu, ici, vous pouvez voir, c'est le prix de Omisego sur Binance et en orange, c'est le prix de Omisego sur Coinbase. Et c'est très surprenant, pourquoi? Parce que évidemment, il y a des algorithmes d'arbitrage. L'arbitrage, qu'est-ce que c'est? Vous avez des comptes sur plusieurs échanges, vous avez de la liquidité sur plusieurs échanges et si à un moment, une coin trade moins cher sur un échange, vous allez l'acheter sur cet échange pour la revendre sur l'échange où elle trade plus cher. Parfois, vous pouvez avoir des problèmes si vous souhaitez déplacer les fonds d'un échange à l'autre rapidement. C'est pour ça que vous essayez d'avoir des liquidités sur plusieurs échanges pour pouvoir agir très rapidement. En général, ça marche plutôt bien et même si le marché des cryptos est un marché encore naissant, il y a beaucoup d'algorithmes d'arbitrage qui sont vraiment poussés, qui sont développés par des personnes très intelligentes, des grosses boîtes avec des gros moyens et c'est une grosse branche du trading, l'arbitrage. Et donc je me demande pourquoi, cette différence de prix énorme de 80 a pu apparaître. En général, l'arbitrage, justement, rend les marchés efficients. C'est-à-dire que dès qu'il y a une petite différence qui peut être exploitée, eh bien les bots vont l'exploiter. Donc je suis très curieux de savoir pourquoi ça n'a pas été le cas, dans ce cas-là. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas. Voilà, en tout cas, à noter que c'est aussi une stratégie marketing évidemment des échanges, d'avoir des coins qui pump beaucoup quand il y a des annonces. Ça fait parler d'eux, ça ajoute une sorte d'aura autour de l'échange. Historiquement, Binance était l'échange à pump and dump, et Coinbase l'était moins, mais tout de même Coinbase a une réputation différente de celle de Binance. C'est pour ça que je suis aussi un peu surpris, qu'il y ait, autant de pump, sur Omisego. Si on continue après, c'est pas impossible que Coinbase et Omisego se soient organisés pour ajouter des liquidités eux-mêmes et faire un gros pump pour que ça fasse les titres des news et que ça attire plus de traders chez Coinbase et plus de gens qui s'intéresseraient à Omisego. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à vous abonner et on se voit très prochainement pour plus de news.